Voilà, donc on va commencer à parler de science et je vais faire venir Pauline Favre et sa doctorante Pamela Pindi, c'est ça? Pindi, d'accord. Désolé, j'ai un peu écorché ton nom. Donc, qui nous viennent de région parisienne. Donc, Pauline est chercheuse INSERM. Elle est à cheval entre Saclay et Créteil. Et Pauline et Pamela vont nous parler de neurofeedback en IRM fonctionnel pour le trouble bipolaire, qui est un projet à la fois passionnant et un véritable défi scientifiquement, puisque ça n'a jamais été réellement entrepris. Alors qu'en fait, il y a des intérêts à la fois très forts au niveau clinique et au niveau théorique à mener à bien ce projet. Voilà, donc j'attends avec impatience de voir ce que vous allez nous présenter. Bonjour à tous. Petite précision sur le thème de notre présentation. En fait, on va parler plutôt de l'intérêt du neurofeedback en IRM fonctionnel pour le traitement des troubles psychiatriques, même si on travaille beaucoup sur le trouble bipolaire. Donc, je vais faire une petite introduction générale au travail effectué par Pamela Pindi, qui a cherché à synthétiser la littérature en IRMF sur le neurofeedback et l'intérêt pour le traitement des troubles psychiatriques. Donc, un petit mot d'introduction, juste pour sensibiliser ceux qui ne sont pas forcément sensibilisés à l'enjeu majeur que représente la psychiatrie en termes de santé publique. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a un Français sur 3, soit environ 12 millions d'individus qui ont été, sont ou seront atteints d'une maladie mentale. Donc, vous voyez que c'est conséquent. 70% des maladies mentales débutent avant l'âge de 14 ans et risquent de durer toute la vie. Donc, une prise en charge adaptée est absolument nécessaire. On constate à l'heure actuelle qu'il y a environ 10 ans de retard diagnostique pour à peu près l'ensemble des pathologies. Donc, il y a aussi un axe de recherche fort sur la compréhension de l'apparition de ces troubles. On dénombre environ 6 000 morts par an par suicide, donc ce qui cause la seconde cause de décès chez les 15-29 ans. Au niveau mondial, c'est la première cause de handicap selon l'OMS, le rapport de l'OMS de 2020, et la première cause d'année de vie perdue à cause de maladie. Donc vous voyez par exemple sur le graphique de gauche que environ 20% des maladies, les maladies mentales représentent 20% des sources de handicap parmi toutes les pathologies. Donc ça fait absolument nécessaire de trouver des approches thérapeutiques fonctionnelles. Les enjeux thérapeutiques en psychiatrie sont d'abord, en fait, l'approche pharmacologique est forcément au premier plan et elle permet de bien stabiliser les patients. En tout cas, c'est la première intention. En complément, il y a de nombreuses approches psychothérapeutiques qui fonctionnent bien et qui aident les patients à améliorer leur fonctionnement global et leur fonctionnement dans la vie de tous les jours. Et le problème, c'est que ces approches, en tout cas les approches pharmacologiques et psychothérapeutiques existantes, sont souvent insuffisantes. Donc, si je prends l'exemple du trouble bipolaire, le trouble bipolaire, c'est un trouble chronique de l'humeur qui touche environ 1% de la population générale. Donc, chez ces patients, on observe des périodes de dépression intense et où l'humeur est anormalement triste et des périodes de manie où l'humeur est anormalement exaltée ou euphorique. Et donc, ces épisodes aigus vont pouvoir être bien stabilisés par les approches pharmacologiques, mais entre ces périodes, il y a des symptômes qui perdurent. Les patients peuvent présenter, par exemple, des symptômes dépressifs résiduels, de l'anxiété de fond, de l'hyperréactivité émotionnelle, etc. Et à l'heure actuelle, les cliniciens sont un peu démunis face à ce type de symptômes. Il faut savoir qu'au niveau cérébral, donc la recherche en IRM, moi je vais parler surtout d'IRM parce que je ne connais pas trop la littérature en EG, mais les travaux des 20, 25, 30 dernières années ont permis d'identifier des anomalies à la fois spécifiques à chaque grande catégorie de troubles psychiatriques, mais aussi des anomalies qui seraient communes.
Donc, par exemple, si je prends le cas de la régulation émotionnelle, c'est des symptômes qui vont pouvoir être présents dans plusieurs pathologies, comme par exemple les troubles de l'humeur ou les troubles anxieux. Et on a pu identifier un substrat cérébral commun à l'expression de ces symptômes, qui sont une dérégulation frontolimbique. Donc là, ce que je décris, c'est le graphe en haut à gauche. Donc on voit que chez ces patients, on va pouvoir mesurer en IRM une hyperactivité des régions impliquées dans les émotions, donc le système limbique en particulier, et une hypoactivité des régions frontales qui sont impliquées dans le contrôle cognitif. Un autre exemple, dans la schizophrénie, on a pu identifier un substrat cérébral propre aux hallucinations visuelles et multisensorielles, qui ont notamment impliqué les voies occipito-pariétales. Dans le spectre de l'autisme, ce qui est principalement décrit, c'est une hyperconnectivité de plusieurs régions et une atteinte des régions impliquées dans la cognition sociale et la théorie de l'esprit, en particulier le gyrus temporal supérieur. Et dans les addictions, ce qui est clairement identifié, donc dans différents types d'addictions, c'est des anomalies du système limbique, mais aussi des systèmes de récompense, en particulier du système du striatum ventral. Donc pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que, en fait, donc, les troubles psychiatriques, comme le disait le professeur Philippe, ce n'est pas forcément une maladie de l'âme. On est capable d'identifier un substrat cérébral propre à chaque pathologie, mais aussi commune à certains symptômes. Et donc, on va pouvoir, grâce à des techniques de stimulation cérébrale ou d'entraînement cérébral, aller viser à modifier le fonctionnement anormal, cérébral anormal chez ces patients. Donc, à l'heure actuelle, il existe plusieurs techniques pour modifier le fonctionnement cérébral, par exemple la stimulation cérébrale profonde, qui consiste à implanter une électrode à l'intérieur du cerveau du patient et de stimuler via un générateur externe certaines régions du cerveau. La stimulation magnétique transcrânienne, qui vise à appliquer un champ magnétique local pour perturber le fonctionnement de neurones distants et proximaux. Et la stimulation transcrânienne à courant direct, qui est un petit peu similaire et qui va permettre aussi de moduler le fonctionnement global du cerveau. Donc, comme vous voyez, ces approches peuvent être un petit peu invasives, donc elles vont être nécessaires pour certains patients, mais d'autres approches, donc comme le neurofeedback, c'est l'objet de notre journée aujourd'hui, vont viser à apprendre aux patients à contrôler leur activité cérébrale grâce à un retour direct sur leur activité cérébrale. Donc, historiquement, le neurofeedback a été développé d'abord en EEG, en électroencéphalographie, et plus récemment, peut-être depuis les premiers papiers, peut-être c'était il y a 10 ans, on peut utiliser l'IRM fonctionnel en temps réel pour apprendre aux patients à moduler leur activité cérébrale grâce à un feedback. Donc, l'intérêt du neurofeedback en IRMF, c'est qu'on va avoir accès à une meilleure résolution spatiale. Donc, l'IRM par rapport à l'EEG va permettre de cibler des régions très précises et aussi d'accéder aux régions sous-corticales qui vont pouvoir être impliquées dans de nombreuses pathologies. Donc, par exemple, dans le trouble bipolaire, j'avais déjà présenté notre protocole qui est en cours sur le trouble bipolaire. On va chercher à moduler l'activité des régions limbiques profondes en fait, du cerveau qu'on ne pourra pas atteindre avec l'EEG, ou du moins difficilement. Et donc, on va pouvoir acquérir des données en temps réel du fonctionnement cérébral des patients lors d'une tâche cognitive ou pas d'ailleurs, ou au repos, et analyser en direct l'activité cérébrale pour la retranscrire sous forme symbolique, par exemple sous forme de thermomètre, mais il y a des feedbacks aussi plus élaborés qui vont pouvoir permettre aux patients de développer des stratégies pour contrôler leur activité cérébrale. Et donc, je vais laisser la parole à Pamela Pindi qui va vous présenter une étude qu'elle a récemment publiée, une méta-analyse de l'intérêt du neurofeedback en IRMF dans différents troubles psychiatriques. Merci. Alors déjà, je voudrais présenter la première méta-analyse qui a été publiée en 2021. Donc, c'est la méta-analyse de Dudek, Endodel et Feder. Donc, cette première méta-analyse a tenté d'évaluer l'effet du neurofeedback en IRM fonctionnel en temps réel dans les troubles psychiatriques en se concentrant sur l'activité.
sur l'activité neuronale, cognitive et sur le signal BOLD. Dans cette méta-analyse, ils ont inclus 17 études et ils ont montré qu'il y avait une taille d'effet moyenne sur l'activité neuronale après un entraînement neurofeedback, qu'il y avait une large taille d'effet lorsque le feedback est absent, c'est-à-dire que lorsque le participant ne voit plus en fait l'activité, ne voit plus la jauge par exemple ou autre chose, et qu'il y avait une faible taille d'effet sur les analyses comportementales. Donc, par exemple, tout ce qui est cognitif avec des tâches comme par exemple le go, no go task, par exemple. Et donc, en voyant cette méta-analyse, je me suis dit qu'il manquait quand même une évaluation des symptômes cliniques dans les troubles psychiatriques. Et donc, pour ça, j'ai voulu faire une méta-analyse pour compléter cette première méta-analyse en me concentrant uniquement sur les symptômes cliniques qui sont évalués par des échelles cliniques standardisées. Tout d'abord, en faisant une revue de la littérature, en regardant quelles sont les études qui ont regardé l'évaluation des symptômes cliniques comme mesure principale. Ensuite, en faisant une méta-analyse, en regardant les scores cliniques et regarder l'évolution avant versus après entraînement au neurofeedback. Et ensuite, en apportant des suggestions méthodologiques pour les futurs essais cliniques qui voudraient utiliser cette technique dans les troubles psychiatriques. Alors pour ça, j'ai fait une recherche via 2 bases de données avec PubMed et Web of Science en utilisant des mots-clés concernant le neurofeedback, l'IRM fonctionnel et le temps réel. Pour que les études puissent être incluses dans la revue systématique, les articles devaient être obligatoirement écrits en anglais. Les patients devaient être diagnostiqués avec une classification commune des troubles psychiatriques, comme par exemple le DSM. Les auteurs des articles devaient obligatoirement évaluer l'amélioration des symptômes cliniques avec les échelles cliniques et les participants devaient réguler leur activité cérébrale avec un retour de l'activité d'une région, de plusieurs régions ou d'une connectivité fonctionnelle entre ces différentes régions enregistrées en IRM fonctionnel en temps réel. Alors, avec les études qui ont été incluses, je vous montrerai après combien d'études ont été incluses au total. J'ai regardé l'effet de l'entraînement, c'est-à-dire que j'ai regardé quelle était l'efficacité clinique du neurofeedback sur les mesures cliniques avant versus après entraînement au neurofeedback. Et j'ai fait également des analyses sur l'effet au suivi, donc au follow-up, quelques temps après la fin de l'entraînement au neurofeedback, sur ces mesures cliniques. Et j'ai fait 2 types d'analyses, une analyse intragroupe, c'est-à-dire que j'ai regardé les mesures cliniques dans le groupe, par exemple, expérimental et dans le groupe contrôle pour voir s'il y avait une différence avant versus après entraînement, et une analyse intergroupe en comparant les 2 groupes, le groupe expérimental et le groupe contrôle, avant versus après entraînement. Donc, j'ai regardé l'interaction entre le groupe et l'effet de l'entraînement. Donc, au total, j'ai inclus 31 études dans la revue systématique de la littérature et je reviendrai un peu plus tard sur le côté méta-analyse. Alors, sur les 31 études incluses, il y avait environ 35% d'études qui ciblaient les troubles de l'humeur, 16% des études qui ciblaient les troubles psychotiques et les troubles liés à un stress ou à un trauma, 13% des études qui ciblaient les troubles neurodéveloppementaux, 9% des études qui ciblaient les troubles liés à la consommation d'une substance, 6% dans les troubles de la personnalité et 3% dans les troubles anxieux. J'ai regardé quelles étaient les régions ciblées par le neurofeedback et quels étaient les symptômes qui étaient ciblés par chacune des études. Et en général, dans les troubles dépressifs, les symptômes qui sont ciblés sont surtout les symptômes dépressifs, en ciblant particulièrement les régions impliquées dans le traitement des émotions ou la régulation des émotions. Ensuite, dans les troubles psychotiques, les études ont surtout regardé la régulation des émotions et les troubles psychotiques, en ciblant surtout les régions sous-corticales. Les articles qui ont étudié l'effet du neurofeedback dans les troubles liés à un stress ou à un trauma et également dans les troubles de la personnalité, dans ces études, ils ont surtout ciblé l'amygdale comme région d'intérêt pour la régulation émotionnelle. Dans les troubles neurodéveloppementaux, ils ont regardé surtout les régions frontales et aussi le sillon temporal supérieur pour le trouble du spectre autistique. Et dans les études sur le trouble de la consommation d'une substance, ils ont regardé les régions frontales.
Les études qui ont étudié le neurofeedback dans les troubles de l'humeur, donc il y a 11 études au total, et ils ont utilisé comme stratégie de régulation le rappel des souvenirs autobiographiques positifs pour pouvoir augmenter l'activité de l'amygdale. Là, je vous ai montré 2 études, il y en aura une troisième aussi qui va s'afficher après pour vous montrer un peu ce dont les auteurs ont, enfin, qu'est-ce que les auteurs ont fait. Sur l'étude en bas à gauche, c'est la première étude qui a étudié l'effet du neurofeedback sur les symptômes cliniques. Donc, c'est une étude de Linden et al. En 2012. Dans cette étude, les patients du groupe contrôle devaient imaginer mentalement les souvenirs positifs et les patients du groupe expérimental avaient le neurofeedback de l'activité de l'amygdale et ils devaient faire la même tâche que les patients du groupe contrôle. Et ils ont montré qu'il y avait une diminution significative des scores de dépression dans le groupe expérimental et qu'il y avait également une différence entre les scores de dépression du groupe expérimental versus le groupe contrôle après un entraînement au neurofeedback. Dans l'étude à droite de Meller et al. En 2018, dans cette étude, les patients et les patients du groupe contrôle et du groupe expérimental devaient se rappeler des souvenirs autobiographiques. Voilà, des souvenirs autobiographiques. Les patients du groupe contrôle devaient réguler des régions impliquées dans la vision, donc rien à voir avec leur symptomatologie. Et les patients du groupe expérimental devaient réguler des émotions liées au traitement émotionnel. Et les auteurs ont montré qu'il y avait une diminution significative des scores de dépression après entraînement au neurofeedback. Et cette diminution s'est prolongée dans le temps, 6 semaines après la fin de l'entraînement. Là, je vous montre une étude de Young et al. 2017 qui est un essai randomisé en double aveugle. On montrait qu'il y avait une différence significative dans les scores de dépression après entraînement au neurofeedback et également lors du suivi 1 mois après la fin de l'entraînement. Et cette différence était également significative par rapport au groupe contrôle dans les scores de dépression. Il y a 5 études qui ont regardé l'effet du neurofeedback dans les troubles psychotiques et ils ont ciblé la dérégulation émotionnelle et les hallucinations auditives et ils ont montré qu'il y avait une diminution des affects négatifs après un entraînement au neurofeedback et qu'il y avait des diminutions des symptômes psychotiques après un entraînement et ce résultat s'est maintenu 6 jours après la fin de l'entraînement dans l'étude de Dick et al. 2016. Et là, c'est juste 2 exemples d'études, de résultats d'études qui ont montré à gauche une diminution significative dans les scores psychotiques et à droite dans les hallucinations auditives où on voit qu'il y a une différence significative après entraînement dans le groupe expérimental. Dans les études qui ont regardé le trouble lié à un trauma ou à un stress, 4 études ont regardé l'effet sur l'amygdale et une étude sur le cortex cingulaire antérieur. Et ces études ont regardé l'effet sur les symptômes dépressifs et sur les symptômes du PTSD, donc du trouble lié à un trauma et un stress. À gauche, c'est la première étude qui a évalué le neurofeedback dans ce type de trouble. Ils ont regardé l'effet sur 3 patients. Et on voit que sur 2 patients, il y a une différence significative avant versus après entraînement dans les troubles psychotiques. Et dans l'étude en haut à droite et en bas à droite, on voit qu'il y a également une différence significative dans les scores psychotiques avant versus après entraînement au neurofeedback et également dans les symptômes dépressifs. 4 études ont regardé l'effet dans les troubles neurodéveloppementaux. 2 études ont regardé dans le trouble du spectre autistique plus précisément. Et dans l'étude de Rameau et al. En 2017, ils ont regardé qu'il y avait une diminution significative des traits autistiques après un entraînement au neurofeedback de 4 sessions. Il y avait également une amélioration de la reconnaissance de la peur après un entraînement de 5 sessions qui se maintiennent 6 mois après en ciblant le circuit du sillon temporal supérieur avec le cortex préfrontal. Et ensuite, il y avait 2 études qui ont regardé les effets dans le TDAH et qui ont montré qu'il y avait une amélioration significative sur l'attention
et une faible diminution de l'hyperactivité et de l'impulsivité après l'entraînement au neurofeedback qui s'est maintenu 11 mois après l'entraînement. Alors, les études qui ont regardé les troubles de la consommation de substances, il y en a du coup 2 qui ont montré qu'il y avait une diminution des scores de craving à la fois dans la consommation de l'alcool et dans la consommation de la nicotine. Et il y a une étude qui a montré qu'il y avait une diminution significative de la consommation d'alcool après un entraînement et qui se maintenait 12 mois après l'entraînement au neurofeedback. Alors, l'étude qui a regardé l'effet dans le trouble de la personnalité limite ou dans le trouble borderline, l'étude a montré qu'il y avait une amélioration de la régulation émotionnelle et des symptômes de dissociation qui se maintenaient dans le temps 3 jours après un entraînement au neurofeedback et qu'il y avait une amélioration de l'alexithymie et une instabilité émotionnelle après un entraînement au neurofeedback. Et la seule étude qui a regardé l'effet du neurofeedback dans le trouble anxieux en général, cette étude a montré qu'il y avait une amélioration significative de l'anxiété après l'entraînement au neurofeedback de 6 semaines. Alors, pour la méta-analyse, donc c'était les mêmes études qu'il y avait pour la revue systématique, mais juste que j'ai inclus celles qui rapportaient leurs données, soit en ligne, soit sur demande. Et j'ai fait les analyses intra-groupes également sur les symptômes où il y avait plus d'études, donc sur les symptômes dépressifs, sur l'anxiété et sur la régulation émotionnelle, où j'ai regardé le groupe expérimental avant versus après entraînement, et j'ai fait une analyse intergroupe où j'ai regardé l'interaction entre l'appartenance du groupe et l'effet, et l'entraînement au neurofeedback. J'ai recalculé les tailles d'effets pour qu'on puisse comparer les études entre elles et j'ai calculé l'hétérogénéité des études via un estimateur qui s'appelle le I-carré, qui est le pourcentage de la variance expliquée par l'hétérogénéité, c'est-à-dire que plus l'hétérogénéité est élevée, plus on peut se dire que la différence entre les tailles d'effets est due au hasard, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie différence. Donc, dans la méta-analyse, j'ai inclus 17 études. Et on voit que là, dans les symptômes dépressifs, les résultats sont en faveur de l'utilisation du neurofeedback dans l'amélioration des symptômes dépressifs après un entraînement. Et on voit à droite, en haut à droite, qu'il y a une large taille d'effet de l'entraînement au neurofeedback lors du suivi entre 1 semaine à 12 mois post-entraînement dans les symptômes dépressifs. Dans les symptômes anxieux, la partie gauche de la diapositive, on voit qu'il y a une taille d'effet moyenne à large en faveur de l'utilisation du neurofeedback dans l'amélioration de ces symptômes. Et on voit qu'il y a également une taille d'effet moyenne dans l'utilisation du neurofeedback pour la régulation émotionnelle. Pour résumer, 20 études sur les 31 ont montré une amélioration significative des symptômes cliniques dans le groupe expérimental. 8 études ont montré qu'il y avait une légère amélioration des symptômes, dont 2 avec une amélioration maintenue dans le temps. Une étude n'a pas rapporté de différence entre le groupe expérimental et le groupe contrôle. Dans le pool de 31 études que j'ai étudiées, il y avait uniquement 2 essais cliniques randomisés et contrôlés, ce qui est très peu, et en double aveugle, et je reviendrai un peu plus tard sur l'importance de mener des essais contrôlés en double aveugle. On a vu qu'il y avait un large effet du neurofeedback sur les symptômes dépressifs dans le groupe expérimental comparé au groupe contrôle, et les analyses supplémentaires que j'ai faites, que je ne vous ai pas présentées, ont montré qu'il y avait une grande variété méthodologique des études et qu'il y avait une grande hétérogénéité des résultats, et je reviendrai un peu plus tard sur les raisons de l'hétérogénéité des études. Alors, quelque chose d'important, pour prouver l'efficacité du neurofeedback, il est vraiment très important d'utiliser un groupe contrôle pour pouvoir dissocier les changements qui sont inhérents à l'entraînement du neurofeedback des autres changements qui sont liés à la participation aux participants, à la participation du participant à l'entraînement, et le choix et la motivation, etc., etc.
Donc, il existe plusieurs types de groupes contrôle. Donc, il y a le groupe contrôle passif, aussi appelé waitlist ou TAU pour treatment as usual, où, par exemple, donc dans le pool de participants à son traitement de base, donc par exemple, je sais pas, de la psychothérapie, et le groupe expérimental va avoir en plus du neurofeedback. Donc, ce type de design va nous permettre de renforcer les résultats liés au traitement. Donc là, je vais donner un exemple d'un traitement non pharmaceutique, enfin non médicamenteux, mais ça vaut également office pour les traitements médicamenteux. On peut également utiliser un groupe contrôle actif. Le premier, c'est le groupe YOCT, où les individus du groupe contrôle ont le feedback des participants du groupe expérimental. C'est-à-dire que la jauge, donc là, dans le cas d'un thermomètre, la jauge va quand même bouger, mais ce ne sera pas leur activité qui sera montrée, ce sera l'activité d'une autre personne du groupe expérimental. Donc, le but de ce groupe, c'est de contrôler les effets de la pratique et la motivation du participant. Mais le problème, c'est que les patients du groupe contrôle peuvent perdre de la motivation parce qu'ils vont se dire que ce qu'ils font n'a pas forcément d'effet réel par rapport à ce qu'ils voient. Ça va être décorrélé et ils peuvent perdre de la motivation. Un autre type de groupe contrôle, c'est le groupe SHAM, où là, la région ciblée sera une région qui n'a aucun rapport avec leur symptomatologie. Donc, par exemple, dans la dépression, ils vont regarder dans le groupe expérimental l'amygdale et dans le groupe contrôle, ils vont regarder l'activité du cortex pariétal, par exemple. C'est le groupe contrôle le plus privilégié actuellement, le groupe SHAM, puisque les deux groupes, contrôle et expérimental, sont engagés dans la même procédure expérimentale. Mais le seul problème, c'est qu'en utilisant ce type de contrôle, on peut entraîner une autre région et avoir des conséquences qui peuvent être inattendues. Comme je disais tout à l'heure, il est important de mener des études en double aveugle, contrôlées et randomisées, tout simplement parce que, donc surtout pour le double aveugle, parce qu'on évite la transmission des hypothèses et on évite d'influer sur le résultat des essais, parce que si, admettons, il y a un participant qui vient pour faire son expérience et l'expérimentateur indique plus ou moins vaguement ou plus ou moins explicitement que cette personne-là sera dans le groupe contrôle, la personne peut déjà perdre de la motivation avant de commencer l'entraînement. Et inversement, si la personne sait qu'elle est dans le groupe expérimental, elle va être hyper enjouée de ah oui, faut que ça fonctionne, etc. Donc, ça peut influer sur les résultats, ce qui n'est pas forcément extrêmement judicieux si on veut mener des essais rigoureux. Et la randomisation également des groupes est très importante puisque ça va nous permettre de comparer les groupes contrôle expérimentaux, le groupe contrôle et le groupe expérimental de manière juste, parce que du coup, on n'a pas de vue sur qui est dans quel groupe, etc. Enfin, ça va être équitable et juste. Donc, tout à l'heure, je parlais des sources d'hétérogénéité des résultats. Donc, je n'ai pas montré les résultats, mais les sources d'hétérogénéité étaient surtout montrées dans les articles de la dépression. Et il y avait à peu près 40% d'hétérogénéité. Et ces hétérogénéités peuvent être dues à plusieurs facteurs, et notamment les échelles cliniques, puisque par exemple, dans la dépression, on peut utiliser plusieurs types d'échelles cliniques, comme l'HDRS ou la MADRS, ce qui peut rendre compliqué les méta-analyses, puisqu'on ne peut pas comparer, en tout cas, on va avoir du mal à comparer deux études qui n'utilisent pas la même échelle, forcément. Et donc, une des hypothèses, ce serait qu'il faudrait homogénéiser les échelles cliniques pour permettre la comparaison entre les études et faciliter les méta-analyses. Un autre type de source d'hétérogénéité, c'est le nombre de runs et le nombre de sessions. Puisque certaines études ont utilisé 3 runs de neurofeedback, par exemple, d'autres ont utilisé une session, puis 2 sessions, puis 12 sessions. Donc, c'est un choix qui est arbitraire. Donc, il n'y a pas de consensus pour l'instant pour savoir combien de runs et combien de sessions sont nécessaires pour avoir un effet significatif et à long terme. Mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'une seule session, on peut difficilement croire qu'une seule session puisse avoir des effets à long terme sur cette technique.
Et des recherches supplémentaires doivent être menées pour prendre en compte le contexte, comme par exemple le moment de la journée, ou la motivation, l'âge, ou alors le cycle menstruel. Par exemple, un participant qui va venir à l'IRM le matin sera peut-être beaucoup plus efficace qu'une personne qui viendra à la fin de la journée à 18 heures, parce qu'il y aura toute sa journée qui sera passée, la personne elle sera fatiguée. Ou par exemple, pour le cycle menstruel, où une femme peut être plus sensible émotionnellement pendant une certaine période de son cycle et un peu moins à une autre période. Donc, il faut prendre en compte ces aspects-là également lorsqu'on mène des essais sur le neurofeedback. Et l'une des sources d'hétérogénéité indéniable, c'est le choix de la région cible. Est-ce qu'on doit utiliser une région spécifique ou est-ce qu'on doit utiliser plusieurs régions ou est-ce qu'on doit utiliser une connectivité? Pareil, il n'y a pas de consensus pour savoir quelle méthode est la meilleure, même si on pourrait se dire que... on pourrait se dire, non, plutôt, il y a des études qui ont montré que c'était plus efficace de cibler une connectivité, c'était plus pertinent et plus rigoureux d'utiliser une connectivité plus qu'une seule région d'intérêt. Le neurofeedback peut être vu comme étant une intervention psychologique, puisque le participant est impliqué dans une technique où il doit utiliser des stratégies qui sont soit indiquées en dehors du scanner, soit qu'il doit apprendre de lui-même dans le scanner IRM. Et cette technique peut être vue également comme une intervention physiologique, puisqu'on voit le signal de la région du cerveau qui est modifié en temps réel et que le participant a un effet sur ce signal qu'il aperçoit. Et les psychothérapies sont très bien connues comme étant efficaces et bénéfiques dans les troubles psychiatriques. Mais le problème, c'est qu'il y a un gap entre les preuves de leur efficacité et leur application. Donc, l'une des choses qui pourrait être utile à faire pour certains essais cliniques, la psychothérapie avec le feedback, où le participant va utiliser les stratégies qu'il aura apprises pendant ces sessions de psychothérapie dans le scanner IRM et voir de lui-même que ces stratégies ont un effet physiologique sur son cerveau. Et donc, comme ça, il peut se dire, cette stratégie-là, elle est efficace pour moduler mon cerveau et donc je peux l'utiliser, moi, dans ma vie de tous les jours pour pouvoir réguler je sais pas, la régulation émotionnelle, par exemple, et donc faire le transfert des techniques cognitives. Les analyses qui sont privilégiées pour le moment en neuroimagerie, ce sont les analyses univariées, où on regarde l'analyse dans un seul voxel et on regarde est-ce que ce voxel est statistiquement significatif par rapport à une condition expérimentale. Mais une autre manière, ce serait d'utiliser les approches multivariées, où on regarde l'activité dans un ensemble de voxels, et cet ensemble de voxels est associé à un certain état cognitif. L'association entre le neurofeedback et ces analyses multivariées s'appelle le Decoded Neurofeedback ou DECNEF, qui permet aux participants d'entraîner à réguler son activité cérébrale associée du coup à un état mental spécifique. Les analyses multivariées sont plus pertinentes et plus efficaces puisqu'on regarde l'effet dans un réseau individuel du participant. Donc, en fait, par exemple, on regarde l'activité de son cerveau entre deux conditions, entre une condition A et une condition B. On veut que le participant se rapproche de la condition A. Donc, on va lui montrer l'activité de son cerveau pendant qu'il fait une tâche quelconque. On calcule cette activité, l'activité de son cerveau lorsqu'il fait la tâche. Et on va comparer l'activité de son cerveau quand il est à l'IRM avec l'activité de son cerveau dans la condition A. Et on veut que son cerveau se rapproche de cette activité du A. Et donc, en fait, ça va nous permettre de calculer le feedback et ça va être plus personnalisé pour la personne et ce sera moins généralisé par rapport à l'utilisation d'un masque avec un atlas. Et une étude a montré des résultats prometteurs dans la réduction de la phobie des araignées. C'est la seule étude, en tout cas à ma connaissance, qui a utilisé le DECNEF dans les troubles psychiatriques.
Alors, quelque chose à prendre en compte aussi pour la méta-analyse, c'est qu'il y avait une faible taille d'échantillon. Donc, j'ai fait ma méta-analyse que sur 17 études, ce qui est pas beaucoup, enfin, suffisant pour faire des statistiques, mais pas beaucoup pour avoir des résultats, comment dire, pour avoir des vrais résultats. Robustes, merci. Robustes. J'ai fait l'inclusion d'articles avec une grande variété de symptômes. Et il y a le faible nombre d'études limite notre capacité à détecter le biais de publication, qui est quelque chose qui est important à prendre en compte. Et donc là, il y a une petite photo de l'article qui a été publié. Et donc, pour conclure, de nombreuses études ont montré une amélioration significative des symptômes cliniques après entraînement au neurofeedback. Il y a de nombreux problèmes méthodologiques dans le design des études qui peuvent être résolus, notamment en utilisant un groupe contrôle, par exemple, pour permettre la différence entre le groupe contrôle et le groupe expérimental. Conduire des essais contrôlés, randomisés en double aveugle constitue un challenge majeur pour les futures études. Il n'y en a pas assez, comme je l'ai dit à un moment donné, il n'y avait que 2 études qui étaient contrôlées et randomisées, ce qui est vraiment très très peu pour évaluer l'efficacité d'un traitement. Et des techniques innovantes, comme par exemple les approches multivariées, offrent de nouvelles perspectives pour améliorer les symptômes de patients qui souffrent de troubles psychiatriques. Merci pour votre attention. Je vous propose qu'on fasse les 2 interventions et avant la pause, on prendra 15 minutes pour discuter. Donc maintenant, on va accueillir Arnaud Tessier et